La RDC pourra profiter de l'embellie observée sur le marché international de minerais, c'est grâce au code minier en étude dans une commission tripartite au Sénat. Ce projet, qui devrait remplacer l'ancien code promulgué en 2002, offre plusieurs innovations en termes de mobilisation des recettes dans ces secteurs cruciaux de l'économie nationale. Mobilisation des recettes, il en a été question aussi à la Direction générale des impôts, où cadres et agents ont procédé aux échanges de vœux. Pareille occasion et l'opportunité pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place en vue de donner à l'État les moyens de sa politique fiscalité et développement dans une présentation signée Rosette Mambandori pour l'auto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour vous présenter la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. La plénière du Sénat a déclaré recevable le projet de loi modifiant et complétant la loi du 11 juillet 2002 portant code minier. C'était lors de sa plénière du vendredi 5 janvier 2018. Le projet a été envoyé par la suite à une commission tripartite économie financière, politique juridique, environnement et bonne gouvernance. Mais quelles sont les innovations attendues dans ces nouveaux codes, dont le premier atout est de remettre l'État congolais ainsi que les communautés vivant dans les zones d'exploitation minière dans leurs droits? Jérôme Sekana, journaliste et analyste économique, relève à travers cette interview réalisée par Lambert Yuma les innovations majeures contenues dans ce projet de loi. Par la même occasion, il rappelle les contextes dans lesquels l'ancien code minier a été élaboré et enfin, qu'est-ce que la révision du code minier apporte à notre pays en cette période d'embellé. Suivez. J'interviens ici non pas seulement en qualité de coordonnateur d'Étoile d'Araignée, mais également en tant qu'un ancien minier. J'ai travaillé pendant 11 ans comme inspecteur des mines, ce qui fait que les questions des mines m'intéressent au plus haut point. Et je voudrais d'entrée de jeu féliciter mon gouvernement pour avoir pris les taureaux par les cornes afin de corriger les lacunes que contenait le code minier qui a été promulgué en 2002 par le président de la République. Le contexte dans lequel nous avons négocié, c'est que la République démocratique du Congo a négocié ses codes genoux à terre, parce que nous étions dans une position de faiblesse et les pays étaient déchirés par la guerre et qu'on n'avait pas le choix, on avait besoin des investissements et le gouvernement avait pu céder à plusieurs pressions. Il faut reconnaître également que les multinationales sont passées derrière les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, parce qu'on a vu des experts de la Banque mondiale dans les couloirs du Parlement de transition, HRPT. J'étais à Lubumbashi lorsque ce code était discuté. Et en tout cas, les multinationales ont tiré largement la couverture de leur côté au détriment des intérêts du trésor public. Et le code était promulgué, et ce code a accordé des avantages, je dirais c'était le code le plus dupe du monde dans la mesure où il accordait des exonérations à l'import comme à l'export. Voilà ramasser brièvement les contextes dans lesquels nous avons pu négocier et signer ce code minier. Les multinationales voulaient vraiment se faire du beurre sur le dos du peuple congolais. Et, vous savez, au niveau de ce code, il y a une clause, un article qui disait que le code ne pouvait être révisé avant 10 ans. Et quand vous regardez, le code était promulgué par le chef de l'État le 11 juillet 2002, mais ce n'est qu'en 2015, 13 ans après, que le gouvernement a compris que, bon, 10 ans sont déjà passés, il faut quand même qu'on essaie de recadrer les choses. Mais c'était sans tenir compte de la résistance farouche des multinationales. Parce que je me souviens, il y avait des négociations et que, bon,
parfois certains délégués, des hauts responsables des multinationales préféraient aller à Indaba et, au lieu de venir négocier avec le gouvernement. Et les négociations se sont déroulées à Dandessi, tout simplement parce que les opérateurs économiques du secteur minier voudraient garder par devers eux tous les avantages. Or, pour nous, les nationalistes, pour nous, les Congolais, les analystes scientifiques de la question minière, nous disions que ces codes étaient un instrument qui permettait aux multinationales de piller nos ressources naturelles. Et les ressources naturelles étant épuisables, on a mis des pressions. Je me souviens encore au niveau de la société civile, nous avions élevé la voix pour dire qu'il faut qu'on arrive nécessairement à changer certains articles qui ne permettent pas au gouvernement de rentrer dans ses droits, parce que tous ceux qu'on mobilisait, non seulement le gouvernement n'arrivait pas à engranger ne serait-ce que le 10% de la valeur marchande des minéraux qu'on exportait, d'autant plus que le minerai qu'on exportait n'était pas la propriété de la République démocratique du Congo, mais la propriété exclusive des multinationales. Et c'est là où on disait déjà d'ailleurs qu'il fallait réviser l'article 9 de notre Constitution. Cet article dit « L'État exerce sa souveraineté sur les mines, sur les espaces maritimes ». Mais non, nous devons rentrer dans la loi Bakadjika qui dit que l'État est propriétaire du sol et du sous-sol et que ceux qui viennent avec des capitaux ne viennent pas avec des minéraux. L'argent, on peut le trouver partout, mais les minéraux, on ne les trouve pas partout. Donc, c'est quelque chose de très important. Et voilà pourquoi nous pour une fois, nous saluons les efforts, la détermination du conseil d'administration de l'AGECAMINE qui a dit qu'il faut nécessairement qu'on arrive à changer les choses. Pourquoi pas arriver au partage de la production et enlever tous ces avantages-là qui font que l'État soit toujours perdant et que les multinationales soient toujours gagnants. Tout à l'heure, je vous disais que l'État ne pouvait même pas tirer au maximum le bénéfice dans ses codes, même pas les 10% de la valeur marchande des minéraux qu'on vendait. Mais il y a au total plus ou moins 25 innovations qui sont introduites. Je ne saurais pas énumérer les tout, mais je pourrais comme il y a par exemple l'élargissement de l'assiette fiscale et le relèvement des taux de la redevance minière. Automatiquement, si nous appliquons les taux qui sont intéressants pour les gouvernements, les recettes vont augmenter de manière automatique. Mais vous avez également l'effectivité des contrôles du rapatriement des 40% des recettes des ventes à l'exportation. Ici, dans la nouvelle loi, c'est-à-dire dans les nouveaux codes, eh bien, le législateur renforce l'article 269 et 271 de l'ancien code, mais qui seront toujours repris dans les nouveaux codes, dans ce sens que les opérateurs économiques, quand ils vendent le produit minier sur le marché international, ont l'obligation de rapatrier 40% de produits des ventes en liquide, c'est-à-dire en devise, en République démocratique du Congo. C'était là, mais maintenant là on vient de renforcer. Et la Banque centrale était défaillante et n'arrivait pas à appliquer dans toute sa quintessence, dans toute leur quintessence ces articles-là. Alors l'innovation ici, c'est que non seulement on doit rapatrier les 40% pour permettre d'alimenter l'offre en devises, mais également, nous avons une nouvelle loi sur la sous-traitance, et que dans la sous-traitance, l'exclusivité est accordée aux Congolais. C'est dans cette enveloppe-là des 40% que les sociétés minières doivent sortir l'argent pour payer les sous-traitants, pour payer les impôts et taxes. Donc c'est cadré, et il y a des pénalités lorsque l'opérateur minier n'a pas rapatrié en totalité les 40%, de l'ordre de 5% du montant global qui devrait être rapatrié. Donc là, on frappe au porte-monnaie. Ça n'était pas prévu auparavant. Deuxièmement, en ce qui concerne le contrôle lui-même, l'article 271 de l'ancien code, qui est reconduit bien sûr, veut que la Banque centrale puisse avoir un œil, puisse surveiller le mouvement du compte RME
où sont logés les 60% restants de produits des ventes des minéraux à l'étranger, de sorte que là-dedans, la banque peut même dépêcher ses experts, ses inspecteurs jusqu'au niveau de l'étranger, pour voir si cet argent n'a pas été utilisé, vaille que vaille, parce que c'est dans les 60% que l'opérateur minier qui a pris l'argent auprès des banques, je ne sais pas moi, lever des fonds au niveau de Wall Street, doit rembourser selon un étalement qui s'est fixé avec les donateurs ou bien les banques qui ont donné de l'argent. Et la banque doit surveiller ça. Il ne faudra pas que, comme le faisaient auparavant les opérateurs miniers, au lieu de rapatrier 40%, ils rapatrient 10%, 15%, ils gonflent les chiffres d'exploitation, on ne sait même pas bien calculer, tout ça pour diminuer le montant qu'il faut payer à l'État congolais. Ça, c'est quelque chose de très positif. Vous avez également l'introduction du cahier des charges. On a constaté que les opérateurs miniers, le développement local était le cadet de leurs soucis. Mais ici, on va imposer un cahier des charges aux opérateurs miniers, et encore avant d'attribuer les permis d'exploitation, il y a un avis social qui doit être émis pour dire que non, voilà, nous sommes d'accord et que les cahiers des charges que nous avons conclus avec l'opérateur minier sera respecté. Et en ce moment-là, on va assister à un développement à la base. Au lieu que ce soit toujours l'argent qui est prélevé au niveau national et on ne sait pas rétrocéder. Déjà, nous, on a des problèmes avec la rétrocession des 40% qui s'est fait au niveau des recettes globales qu'on mobilise. Donc là, on aura moins de problèmes parce que les communautés locales, les communautés riveraines de là où on exploite les minéraux auront un droit de regard et bénéficieront de manière automatique des montants connus par rapport à l'investissement sur le milieu et là, ça aura un impact très positif en ce qui concerne le développement et c'est quelque chose à saluer. Vous avez par exemple un autre... l'inclusion du stock, de la détention et du transport des substances minérales dans les champs d'application du code. Vous savez que la plupart, la loi va exiger qu'on donne de la valeur ajoutée en République démocratique du Congo, pas à 100%, mais qu'on n'exporte pas le brut. On doit arrêter avec les traitements à façon. Combien de fois on a vu les sociétés minières produire du cuivre et aller faire le traitement à façon en Zambie ou ailleurs. Et là, nous perdons aussi des minéraux. Et n'oubliez pas que c'est le moment de le faire parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une certaine embellie de ces métaux sur le marché international. La tonne métrique du cuivre est à 7 500 $ aujourd'hui. La tonne métrique du cobalt est à, tenez-vous bien, 75 000 $ la tonne. Donc, on a intérêt pour que le gouvernement prenne d'abord des dispositions afin que tout le monde exploite. Et pour que tout le monde exploite, il faut combler les déficits énergétiques d'une manière ou d'une autre. Mais également, il faut faire en sorte que nous produisions au maximum et que nous vendions. Et lorsque nous allons appliquer les nouvelles mesures, les nouvelles dispositions contenues dans le nouveau code minier, automatiquement, le gouvernement peut s'attendre à quelque chose de consistant, découlant bien sûr des innovations qu'on a introduites dans le code minier. Il y a aussi, il faut reconnaître également, il y avait ce qu'on a appelé la médiocrité de la quotité de participation de l'État dans les capitales sociales des sociétés minières. Quand vous regardez tous les contrats là, l'État, on lui donne 5%, on lui donne, je ne sais pas moi, occasionnellement 10%. Mais non, l'État propriétaire ne doit pas être roulé dans la farine par des multinationales parce qu'elles viennent avec des millions de dollars, des milliards même de dollars, chôment dans des banques. Hein. Il est question, le gouvernement est capable d'élever à travers des eurobonds des milliards de dollars et investir dans les secteurs. Et il faut féliciter les gouvernements ici parce qu'il n'a pas pu dépiécer la GECAMIN. La GECAMIN, bien sûr, a vendu des concessions et se retrouve comme actionnaire dans ces concessions-là, mais la GECAMIN reste une et indivisible. Et encore que la GECAMIN est en train d'élever les tons parce qu'on a assisté à un phénomène qui voulait que ceux qui achetaient des concessions, des titres de la GECAMIN, commençaient à les vendre sans requérir l'avis de la GECAMIN. Et quand la GECAMIN bloquait
les transactions, on disait non, la Gécamine est mauvaise. Et aujourd'hui, on est en droit de reconnaître que la Gécamine aura le vent en poupe, mais nous aimerions qu'il y ait maintenant une bonne gestion, qu'il y ait de la redevabilité, de la transparence dans la gestion de la Gécamine, parce que vers les années 70, la Gécamine contribuait à elle seule à près de 70% dans le budget de l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous produisons 1 million de tonnes de cuivre, mais l'État congolais ne reçoit même pas l'équivalent des 10% du montant correspondant à ces 1 million de tonnes. C'est notre pays. Ce pays n'appartient pas aux multinationales. Et je voudrais vraiment mettre en garde nos députés et sénateurs. Ne commettez pas la bêtise que vous aviez commise en 2002. J'étais là à Lubumbashi. Nous avons vu des enveloppes circuler. Pensez à l'intérêt supérieur de la nation. Les multinationales peuvent vous distribuer même chacun 100 000 $ aujourd'hui. Vous allez terminer, mais le pays demeurera dans la pauvreté. Mais si vous votez le code minier qui accorde des avantages légaux, comme on les voit sous d'autres cieux, vous allez au Pérou, mais c'est le partage de la production. Vous allez en Australie, c'est le partage de la production. L'État ne peut pas avoir moins de 50% dans le capital social, même si vous apportez des milliards. Pourquoi on ne peut pas appliquer ça chez nous? Et tout ça parce que les multinationales viennent avec l'argent, on va vous tirer à côté. Non, non messieurs. Nous allons réviser encore ces codes miniers 5 ans après, parce que ça ne sera plus 10 ans. Mais nous vous regardons, regardez-vous dans la glace, dites-vous que vous représentez d'abord les intérêts de l'État. Ce pays-là, c'est un scandale géologique. Nous sommes le coffre-fort minier du monde, mais le pays est pauvre. Et il y a une toute petite innovation que j'allais peut-être oublier pour terminer, c'est on a maintenant introduit dans le nouveau code minier la notion de minerai stratégique. C'est quoi le minerai stratégique? Une substance minérale stratégique, c'est comme les colombo-tantalite, les coltans. Vous savez que nous sommes le premier pays producteur du monde des colombo-tantalites. Et maintenant, à travers le monde, tout ce qu'on fabrique, les portables, les ordinateurs, et même les équipements qui stabilisent le fonctionnement des navettes spatiales. Donc, c'est avec ces minéraux-là. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que vous avez des multinationales qui, au lieu de venir dépasser par la grande porte et venir à Kinshasa, vont s'installer à Kigali, vont s'installer au Burundi, à Bujumbura, vont s'installer à Kampala, installer même des fours pour traiter les minéraux qui ne sont pas exploités dans les pays où ils installent ça. Au lieu de venir, c'est tout ça. Et ce sont ces gens des multinationales qui s'installent comme ça, qui nous font la guerre. Parce que ces multinationales ont intérêt à nous voir nous déchirer, qu'il y ait de l'instabilité, afin qu'ils pillent le pays. Nous devons mettre un terme à ça. Et vous, les députés et sénateurs, vous ne devez pas leur donner l'occasion de pouvoir... Il faut d'ailleurs introduire dans ces nouveaux codes que lorsqu'on arrête un opérateur minier dans la fraude, non seulement on saisit, mais on retire les titres et ne peut plus exporter. Il faut même prendre des dispositions sur le coltan pour qu'on n'exporte pas les coltans par la partie ouest de la République démocratique, et par la partie est, voulais-je dire, de la République démocratique du Congo, que tout passe par la partie ouest. Il y a des mesures qu'on peut prendre, des arrêtés d'exécution qui peuvent être pris pour essayer de contrer ça. Ce pays n'appartient pas aux multinationales, ce pays n'appartient pas aux Rwandais, n'appartient pas aux Ougandais, n'appartient pas aux Burundais. Ce pays appartient aux Congolais que nous sommes et nous devons défendre ce pays parce qu'il est le nôtre. C'est notre héritage commun que nous ont légué nos ancêtres. Journée festive, c'est samedi 6 janvier 2018 à la Direction générale des impôts DGI. Cadres et agents se sont retrouvés au terrain du Shark Club. Nous sommes là dans la commune de La Gombe. Occasion pour les DG des impôts, José Sélé et Alagouli, d'échanger directement avec les agents qui n'a pas l'habitude de voir souvent. Cette journée festive de mutualisation était ponctuée par l'échange de vœux. Les DG des impôts en a profité pour sensibiliser cadres et agents à une mobilisation accrue de recettes fiscales. Reportage Michel Wangi, Lokwa et Fonfon Makitoudoma.
Une journée véritablement festive à la Direction Générale des Impôts, DGI. Le DG des Impôts, José Séleyala-Gouli, s'associe à ses agents dans le service du personnel destination les terrains de chaque club à Gombe. Tous ou presque sont là. Les membres du comité de direction, cadres et agents viennent de participer à cette journée d'échange de vœux marquée par plusieurs allocutions. Le chef de division des ressources humaines a salué les efforts fournis par le directeur général des impôts dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents du fisc. Il cite ici quelques-unes de ses réalisations. La haute direction, aussitôt en service, ils ont lié l'acte à la parole. Parce que leur préoccupation, c'est d'améliorer les conditions socio-professionnelles des cadres et agents que nous sommes pour pouvoir arriver à l'objectif assigné à notre service, comme vous le savez, à la mobilisation accrue de recettes. Et pour cette mobilisation, toutes les actions reposent sur l'homme. C'est l'homme qui est au centre. C'est pour cela qu'ils ont, comme je le disais tout à l'heure, lié la parole à l'acte. Nous pouvons indiquer, à titre vraiment indicatif, tout ce qu'ils ont entrepris pour pouvoir améliorer les conditions socio-professionnelles. Vous voyez que nous sommes venus de manière confortable jusqu'ici au Charc, parce qu'on a ajouté au chara automobile 4 grands bus, mais vous avez vu aussi une nouvelle ambulance. Tout cela, c'est pour le bien-être de nous qui sommes agents et cadres de l'administration fiscale. Et vous vous souvenez que nous avions des sérieux problèmes par rapport à tout ce qui nous ont toujours accompagnés dans la mobilisation des recettes. Là, je suis en train de penser à nos collègues qui sont devenus collègues, qui étaient dans les temps les temporaires ou les stagiaires, qui ont fait plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans, en train de nous accompagner dans la mobilisation des recettes, mais sans être pris en charge, et cela venait d'être fait. Donc il y a eu la prise en charge des 389 agents nouvelle dignité, et n'oubliez pas la régularisation aussi de tous ceux qui nous accompagnaient, que nous appelions à l'époque temporaire, la régularisation de leur situation. À son tour, le représentant de la délégation syndicale a remercié la haute direction des impôts pour l'acquisition de nouveaux bus, d'une ambulance, sans oublier la restribution de la rétrocession au personnel, et encourage la haute direction des impôts à amorcer des réformes pour l'intérêt de l'entreprise. Quelques solutions ont été trouvées concernant les revendications relatives aux divers problèmes liés à la carrière et autres, notamment la régularisation des grades des huissiers fiscaux et les vérificateurs polyvalents. 2. La rétrocession de la quotité des recettes des pétroliers producteurs dans l'enveloppe de la prime de mobilisation des recettes, suivie bien sûr de l'application de la tension de 1 à 2 réservée à la prime de contentieux. Parce que vous allez remarquer que cette tension-là favorise la classe laborieuse, donc les agents de collaboration et d'exécution. L'acquisition de nouveaux bus de transport du personnel et une ambulance pour les centres médicaux. Monsieur le directeur général, afin d'éviter les retards dans l'établissement et le recouvrement des impôts et assurer la mobilisation accrue des recettes, la délégation syndicale exhorte la poursuite des réformes dans les structures non encore réformées à Kinshasa et en province. Dans une brève allocution toujours interrompue par un concert d'applaudissements, José Séleyala-Gouli a rappelé à l'assistance l'essentiel de son mandat à la tête de cette régie financière. Mettre l'homme au centre des préoccupations et bâtir un partenariat avec les contribuables. D'où son appel au respect des valeurs éthiques et déontologie. Il en a profité pour faire le bilan des réalisations de l'année 2017. Nous devons faire preuve d'éthique et de déontologie dans le travail que nous faisons. Ça, c'est l'autre aspect important en termes de revalorisation de ressources humaines. Nous sommes des agents de fisc, nous travaillons avec zèle, avec enthousiasme, et je souligne avec apostolat parce que nous mobilisons des ressources pour financer l'ensemble des programmes de développement du pays, tels que orientés par le chef de l'État. Et donc, ça nécessite un minimum d'apostolat,
un minimum de sacrifices, mais beaucoup de déontologie, beaucoup d'éthique pour résister aux tentations et amener ce qu'il faut amener effectivement au trésor public. C'est ça aussi la révalorisation. Nous allons poursuivre ce type d'activité au courant de l'exercice 2018 pour que cette année, nous puissions donner davantage, mieux que ce que nous avons fait au courant de l'exercice 2017, qui est déjà bien. Parce que quand j'ai lu les chiffres aujourd'hui, sur des prévisions d'autour de 2700 milliards de CDF, nous avons atteint autour de 2200 milliards, ce qui fait autour de 81%. Donc je tiens à vous féliciter pour cette performance. Qui ont été atteints dans des contextes que tout le monde connaît ici, difficiles, les contextes économiques, mais un contexte politique et un contexte social extrêmement difficile. Donc la DGI a atteint 81%, et ça, c'est à votre actif ce travail-là. À mon tour, je vais vous souhaiter tous les meilleurs vœux possibles. En tout cas, que Dieu vous bénisse pleinement, richement, spirituellement et matériellement. Mais au-dessus de tous ces vœux, je vous souhaite et je vous exprime des vœux de paix. S'il y a quelque chose qui me marque beaucoup quand il m'arrive de lire les Écritures saintes, c'est que Christ dit « Je m'en vais, je vous laisse la paix que le monde ne peut pas donner. Soyez richement bénis en paix. » Je vous remercie. Journée récréative également. Des différentes activités sportives ont été organisées. D'Inzago moderne, on passa par les tirs à la corde et du football. Tous les ingrédients ont été réunis pour la réussite de cette journée, qualifiée d'une première au dire des agents de la DGI. Nous restons à la Direction générale des impôts pour vous mettre au parfum de ces communiqués. La Direction générale des impôts rappelle aux entreprises publiques, aux services publics, aux entités territoriales décentralisées, aux établissements publics, aux organisations semi-publiques, aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 004/2003 portant réforme des procédures fiscales. L'échéance des souscriptions de la déclaration de sommes versées aux tiers afférentes au dernier trimestre de l'année 2017 tombe le mercredi 10 janvier 2018. Il s'agit du relevé de toutes les sommes versées à des tiers à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires qui doit être déposé auprès des services gestionnaires respectifs. Toute absence de souscription de cette déclaration dans les délais subvisés donnera lieu à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Le communiqué est signé le directeur général des impôts, Sélé Yalagouli. Nous passons à la direction générale de douane et accises. Il s'agit là d'un rappel sur l'obligation et l'urgence de la formation sur le module de gestion automatisée des exonérations et la suspension du traitement manuel des déclarations d'exonération. Eh bien, la Direction générale de douane et accises, DGDA, informe les commissionnaires en douane agréés prestant dans les ressorts de bureau de douane de Kinshasa qu'à dater du 15 janvier 2018, elle n'accordera plus de traitement manuel aux déclarations d'exonération. Par la même occasion, elle leur rappelle les communiqués numéro DGDA-DG, DRH 014-2017 et DGDA numéro 019-2017 des 3 août et 4 novembre 2017 par lesquels elle les a conviés à suivre la formation sur la gestion automatisée des exonérations. Ainsi, la DGDA organise exceptionnellement du 8 au 12 janvier 2018 une classe de formation sur les 10 modules de 9h à 15h dans la salle de formation du guichet unique de Kinshasa-Ville dans la commune de Lagombe.
C'est signé pour le directeur général empêché, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Munche. Mesdames et messieurs, tendance haussière de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Le constat sur les paniers de la ménagère est fait ici par Philo Cholet Bapeke. La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain continue d'influencer la hausse des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa. L'année 2018 étant déclarée des changements, les Quinoises et Quinois attendent surtout des améliorations au niveau des paniers de la ménagère. Concernant le sucre, au marché de la Liberté, un sac de 50 kg coûte actuellement 74 500 francs congolais et un sachet de 5 kg se vend à 7 600 francs congolais. Au marché central, ce même sac a grimpé de 74 500 francs congolais à 75 800 francs congolais et 7 750 francs congolais pour un sachet de 5 kg. Au marché Zigida, il s'est vendu à 75 000 francs congolais pendant que les sachets de 5 kg se vendent à 7 800 francs congolais. Et au marché Gambela, il se vend à 74 860 francs congolais. Du côté poisson chinchard, Mpiodi, au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg est passé de 113 000 francs congolais il y a quelques jours à 116 000 francs congolais. Mêmement au marché central où le prix a augmenté de 112 500 francs congolais à 114 000 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, le prix est resté stable à 115 500 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, il est passé de 112 600 francs congolais à 113 700 francs congolais. Du côté produits secs, les sacs de manioc en provenance des Massimanimba, dont l'ex-Bandundu, a connu une hausse. Il est passé de 100 000 francs congolais à 110 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le sac de foufou moyen a coûté 90 000 francs congolais. Au marché Zigida, les sacs de cossette de manioc est passé de 85 000 francs congolais à 91 000 francs congolais. Et au marché Gambela, le prix est resté stable, soit 85 000 francs congolais. Bouclons ces tours d'horizon de prix avec la viande. Un carton TS 10 kg 41 qui coûtait 89 000 francs congolais la semaine dernière coûte actuellement 91 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, il se vend à 91 500 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, on a remarqué que le prix d'un carton de viande TS 10 kg est resté stable à 89 000 francs congolais et au marché Gambela, il se négocie à 85 800 francs congolais. Voilà les tendances de prix de ces denrées alimentaires de grande consommation au samedi 6 janvier 2018 sur les principaux marchés de Kinshasa. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 5 janvier 2018 un dollar américain à 1592,62 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1915,81 francs congolais, un franc CFA à 2,9 francs congolais. Pendant qu'au samedi 6 décembre 2018, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais les billets verts dans la plupart des communes de la capitale congolaise et à 1623 francs congolais au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, par contre, le billet vert s'échangeait à 1500 francs congolais et à l'intérieur du pays, particulièrement dans la ville de Matadi, dans la province du Congo central, un dollar valait 1590 francs congolais. À Kisangani, dans la province de la Chopo, les billets verts s'est négocié à 1615 francs congolais. Le roi dollar valait 1620 francs congolais dans la ville de Kindu, dans la province du Maniema. 1600 francs congolais à Chikapa, dans le Kasaï. À Kananga, dans la province du Kasaï central, les billets verts s'est négocié à 1610 francs congolais. Et enfin, à Butembo, au nord, et Bukavu, au sud Kivu, le roi dollar s'est négocié à 1600 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 6 janvier 2018. Malgré cette période embellie, les principales matières premières ont clôturé la semaine au rouge
À Londres, le baril du pétrole s'est négocié à 67,72 dollars américains, soit une baisse de 0,50%, et à New York à 61,58 dollars américains, soit une baisse de 0,53%. Le cuivre, dont le cours a dépassé la barre de 7000 dollars américains la tonne, a aussi terminé la semaine au rouge en se négociant à 7145,75 dollars américains la tonne métrique, avec une baisse évaluée à 0,21%. Le cobalt également a bouclé la semaine au rouge en se négociant 75 170 dollars américains la tonne, soit une diminution de 0,05%. Moins 0,12% pour le prix de l'or qui a valu 1320,30 dollars américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, tendance baissière aussi pour le cours du maïs, soit moins 0,50%. La tonne s'est négociée à 351 dollars américains. Les riz, par contre, a fini le week-end en hausse de 1,36% en se négociant à 11,57 dollars américains la tonne, pendant que le blé a valu 431 dollars américains la tonne, avec une baisse de 1,20%, le tout au deuxième fixing du samedi 6 janvier 2018. En tant que grand exportateur du cuivre et du cobalt, la RDC doit profiter de l'embellie de ces deux métaux dont les cours ont connu une hausse importante. Les paiements du loyer, un véritable casse-tête pour la grande majorité des Congolais, et maintenant source d'antagonisme entre les bailleurs et locataires, surtout en cette période de crise économique qui affecte le pouvoir d'achat de la population, et cela ne favorise pas du tout les choses. Patience Vumilia Bokole et Fonfon Makitudoma sont descendus dans quelques communes de Kinshasa pour constater ces faits. Malgré les booms immobiliers que connaît Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le coût du loyer demeure exorbitant. Trouver un bon logement à un coût mensuel et caution raisonnable relève d'un véritable parcours des combattants. La crise économique actuelle n'arrange pas les choses, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Période qui sous-entend des dépenses colossales en termes d'habillement, des décorations et d'autres provisions alimentaires pour bien célébrer la Noël et la Saint-Sylvestre. Entre servir les intérêts de sa propre famille et payer son loyer, le choix n'est pas toujours vite fait pour un locataire. Cette situation est bien donc souvent à la base de conflits entre bailleurs et locataires. Quelques morceaux de viande dégageant des odeurs exquises dans la parcelle peuvent vite dégrader les relations entre les deux parties, comme si le locataire n'avait pas droit à la vie. En même temps, les bailleurs n'ont-ils pas déploré des retards de paiement de loyer tant que rien dans son train quotidien ne les convainc d'une évidente des périodes de vaches maigres? Comment se comporte le bailleur face à leurs locataires pendant cette période de crise? Comment les locataires s'en sortent-ils pour payer le loyer régulièrement et à la date prévue? En ces temps de crise, l'argent est devenu rare. Mon locataire paye difficilement. Normalement, l'échéance est pour le 2 du mois. Mais parfois, il paye le loyer jusqu'au 12 du mois. Étant bailleresse, je comprends, le temps sont durs. Si quelques bailleurs sont tolérants, d'autres par contre sont exigeants. Ils ne supportent pas le retard et le paiement du loyer de surcroît en dollars américains. Ce qui crée deux fois un climat de conflit entre bailleurs et locataires. Ce genre de dossiers sont gérés à la municipalité au service de l'habitat.
Toutefois, la plupart des bailleurs préfèrent régler à l'amiable ce problème pour échapper aux différentes taxes exigées au service de l'habitat et ce, souvent en défaveur du locataire. En se référant à la loi relative aux baux à loyer non professionnels, le bourgmestre de Limete, Douglas Nkulunumbi, précise que le bail a un caractère humanitaire et social. Quelle que soit la situation, l'État a l'obligation de protéger le locataire. Pour mettre fin à de telles pratiques, l'application stricte des textes légaux en la matière et la construction des logements sociaux par l'État s'impose. Les États-Unis d'Amérique, la Chine et le Japon sont les trois premières puissances économiques dans le monde en 2017. L'Institut de recherche britannique, le Center for Economics and Business Research, a publié le 26 décembre 2017 un rapport sur les premières économies du monde. Les CBR citent sur la liste en 4e position l'Allemagne, suivie d'autres pays. En 2018, estiment les experts de CBR, 3 des 5 plus grandes économies de la planète seront asiatiques. Il s'agit de la Chine, l'Inde et le Japon. La Corée du Sud et l'Indonésie les rejoindront dans les classements des 10 premières puissances d'ici 2032. Ajoutent ces experts. Le rapport du CBR est formel. Les États-Unis, première économie du monde, seront dépassés par la Chine en 2032. Pour les économistes du CBR, l'Inde pourrait s'emparer de cette première place au cours de la deuxième moitié de ce siècle. L'Inde s'apprête donc à dépasser le Royaume-Uni et la France pour devenir l'an prochain la 5e puissance économique mondiale selon le rapport du CBR. Voici les tops des 10 puissances économiques du monde. 1. Les États-Unis, avec 19 377 000 milliards de dollars américains. 2. La Chine, avec 12 362 000 milliards de dollars américains. 3. Le Japon, avec 5 106 000 milliards de dollars américains. 4. L'Allemagne, avec 3 619 000 milliards de dollars américains. 5. Le Royaume-Uni, avec 2 610 000 milliards de dollars américains. 6. La France, avec 2 570 000 milliards de dollars américains. 7. L'Inde, avec 2 458 000 milliards de dollars américains. 8. Le Brésil, avec 1 954 000 milliards de dollars américains. 9. L'Italie, avec 1 895 000 milliards de dollars américains. Et enfin, 10. Le Canada, avec 1 627 000 milliards de dollars américains. Jeune start-up congolaise spécialisée dans la géolocalisation, Africa Panorama a démarré ses activités en juillet 2017. Elle se présente aujourd'hui comme la solution face à la fraude et au vol de véhicules et autres engins. Avec ses traceurs, vous avez le contrôle de votre véhicule, moto, conteneurs et autres. Il est possible aujourd'hui, avec les produits comme les traceurs GPS, à placer dans des voitures, camions, bus, voire de groupes électrogènes, conteneurs et autres colis, des produits qu'on peut d'ailleurs acquérir à des prix abordables, délocalisés à distance ces engins. Avec cette technologie,
et personnes physiques peuvent accéder au calcul des distances parcourues ainsi que des temps d'arrêt. Le jauge de consommation de carburant, la réception d'alertes en cas de choc tels que les accidents ou les excès de vitesse, autant d'autres avantages qu'on peut tirer de cette technologie que notre partenaire Africa Panorama développe. Mesdames et messieurs, une sollicitation à manifestation d'intérêt provenant de l'ITA, l'initiative pour la transparence pour les industries extractives de la République démocratique du Congo, ITA-RDC, a obtenu les financements du gouvernement pour réaliser certaines activités du plan de travail 2017. L'ITA-RDC se propose donc d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre de contrat des services d'un consultant administrateur indépendant chargé d'élaborer en collaboration avec le comité exécutif le rapport ITA-RDC 2016. Le secrétariat technique de l'ITA-RDC lance donc un avis de sollicitation à manifestation d'intérêt afin de sélectionner les candidats pouvant répondre à la consultation restreinte ultérieure. Les consultants, voulais-je dire, doit être un bureau d'études, un cabinet national ou international ou une personne physique des nationalités congolaises ou étrangères capable de concilier les données et de produire un rapport ITA. En outre, il doit avoir un siège ou être représenté en République démocratique du Congo. À défaut, il doit y être domicilié. Les candidats intéressés sont appelés à effectuer une déclaration sur leurs compétences indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services en fournissant par exemple brochures, description des missions similaires, expérience dans des conditions similaires, disponibilité du personnel, etc., etc. Les consultants seront sélectionnés conformément à la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public en République démocratique du Congo. Les secrétariats techniques invitent ainsi les consultants éligibles à manifester leurs intérêts par l'envoi d'un dossier de candidature en 3 exemplaires originaux sous enveloppe scellée en indiquant clairement sur l'enveloppe extérieure expression d'intérêt pour la conciliation et la production du rapport ITA RDC 2016. Les dossiers d'expression d'intérêt écrits en français doivent être réceptionnés au bureau du secrétariat technique de l'ITA RDC au plus tard le mercredi 18 janvier 2018 à 15h30 heure de Kinshasa à l'adresse ci-dessous. Secrétariat technique de l'ITA RDC à l'attention de Madame Olène Onyong, coordonnateur national AI, avenue Roi-Baudouin, numéro 2931, immeuble Williams, résidence, premier niveau, Kinshasa, Gombe, RDC. Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires ainsi que les termes de référence de l'administrateur indépendant en consultant les sites web www.itardc.net. Ils peuvent également prendre contact avec M. Franck Nzira Iya Tigera, expert technique, à l'adresse email suivante franknzira@itardc.org ou les contacter le jour ouvrable de lundi à vendredi de 9h à 16h à l'adresse ci-dessus. Veuillez noter que le présent avis à manifestation d'intérêt ne constitue pas une demande de soumission et les secrétariats techniques se réservent le droit d'échanger ou d'annuler cette demande à tout moment au cours du processus de manifestation d'intérêt. C'est signé le coordonnateur national AI de l'ITA RDC, Olène Onyong Marie-Thérèse. Ce qui nous amène directement à cette nouvelle triste. Notre confrère Roland Modeste Ndila Fanane repose désormais en paix au cimetière Nécropole entre ciel et terre à Kinshasa. Les dimanches 7 janvier 2017, plusieurs dizaines de journalistes, amis, frères et anonymes ont accompagné le célèbre journaliste sportif en sa dernière demeure, directeur des communications à la FECOFA,
Roland Modeste Nzila Fanan est décédé le 30 décembre 2017 à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa-Limité. Des funérailles dignes de son rang lui ont été rendues par ses confrères, frères et collègues de service. Roland Modeste Nzila Fanan était aussi directeur à la RTNC, né en 1958, mort en 2017. De 1988 à sa mort, il a œuvré au sein de la télévision publique. Roland Modeste Nzila Fanan laisse une veuve, mais aussi des enfants. Tous, ils sont inconsolables, les mondes de médias aussi. Donc, nous en profitons pour présenter officiellement les condoléances de l'agence Galaxy Media à la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'à sa famille professionnelle. Que son âme repose en paix. C'est donc par cette triste nouvelle que nous bouclons cette édition d'information de fiscalité et développement. Vous avez été fournis en information sur le plan économique, que ce soit sur le plan national ou international. Merci donc de votre attention. Excellente suite de programmes sur cette chaîne.